Alors, chers amis, faut-il accueillir ou pas vos clients quand vous vous lancez sur Airbnb? C'est une question qui est beaucoup plus importante qu'il n'y paraît parce que simplement, avec un petit changement de mindset, vous allez voir que ça va avoir des répercussions énormes sur votre chiffre d'affaires à la fin de l'année. La raison pour laquelle je fais cette vidéo, c'est que j'ai récemment posté un truc sur YouTube qui a déclenché une petite discussion en commentaire. Je vais vous lire la discussion et puis ensuite, je vais commenter l'échange qui a eu lieu. Donc on parlait à la base en fait d'un client que j'avais eu qui était un petit peu grincheux et à qui j'avais dû expliquer des choses extrêmement complexes, comme par exemple comment trouver le tiroir avec les couverts. Le client ne trouvait pas le tiroir, donc je lui ai envoyé une photo de la cuisine avec une grosse flèche rouge pour lui dire ils sont là les couverts. Et puis il les a tout de suite trouvés. Et alors suite à ça, il y a Arnaud Inside, Arnaud qui est donc qui lui dans l'arbitrage Amazon, vous pouvez aller voir sa chaîne, c'est AMZ Seller Consulting, qui nous dit la flèche rouge, c'est quelque chose que je connais aussi, nos process doivent toujours être Google Proof, c'est pas évident. Google Proof, expression que j'ai trouvée très amusante. Cependant, Julien, qui a aussi fait du Airbnb, lui a répondu tes process ne remplacent pas l'accueil d'une personne humaine. À quoi Arnaud a répondu si tu savais le nombre de personnes qui, comme moi, préfèrent les process carrés, sans humain, dans un tas de circonstances, et autant j'aime être cajolé par de l'humain dans un grand hôtel ou un bon restaurant, autant pour les Airbnb, je choisis toujours l'arrivée autonome. Pareil pour mes locations de voiture, avec l'option autonome Get Around, pour ne citer que. C'est toujours plus rapide, sans aucun accroc et non dépendant de l'humeur ou de l'horaire d'un tiers. L'avenir, c'est l'humain pour le très haut de gamme et les process et l'IA pour le reste. Cet échange m'a fait réfléchir et dans cette vidéo, je me propose du coup de vous parler de ça et de vous dire quels sont les cas dans lesquels moi je recommande d'accueillir les clients et quels sont les cas dans lesquels je ne recommande pas d'accueillir les clients. Il y a d'ailleurs un module qui est entièrement réservé à cette question et à comment faire, comment préparer effectivement ces process dans mon accompagnement payant. Mais ne vous inquiétez pas, aujourd'hui je vais vous donner plein de tips gratuits. En gros, si je devais résumer toute la vidéo en une phrase, je dirais que si vous avez des gros biens sur Airbnb, maison au bord de la mer, superbe penthouse avec 5 pièces de luxe en centre-ville sur les Champs-Élysées, évidemment, il convient d'accueillir les clients. A contrario, si vous vous lancez dans l'arbitrage locatif et que vous souhaitez devenir sérieux et lancer beaucoup d'appartements sur le marché, dans l'arbitrage locatif, on peut lancer un nouvel appartement par mois, donc ça s'accumule très vite. Alors il vaut mieux, à mon avis, créer des process pour pouvoir automatiser un maximum l'entrée, la sortie des clients et le nettoyage. Moi, il faut savoir que 90, 95%, putain, même 99% de mes clients, je ne les ai jamais vus et j'ai même énormément de clients avec lesquels en fait je ne parle même pas. Littéralement, je ne leur parle pas parce que le process d'arrivée est automatisé, le process de sortie est automatisé, ils n'ont aucun accroc, ils réussissent à trouver les clés, à rentrer, à sortir et littéralement, je ne leur parle jamais. Ok? Ce que moi j'ai remarqué, c'est qu'effectivement, en France en particulier, mais également ici en fait en Roumanie, vous avez des propriétaires qui travaillent, donc des propriétaires ou des gens qui font du Airbnb, on va dire, qui travaillent un petit peu de manière artisanale. À savoir que pour eux, Airbnb c'est un petit revenu complémentaire. Si ça marche bien, tant mieux. Si ça marche moins bien, honnêtement, tant pis. Évidemment, moi je ne travaille pas du tout comme ça. Nous, quand on fait de l'arbitrage, déjà on a un loyer qui tombe tous les mois, donc on doit s'assurer d'avoir une rentabilité minimum. Mais même si on se lance là-dedans, c'est pour avoir un business qui nous rapporte le plus possible. Donc on va augmenter la rentabilité au maximum. Pour ces gens qui travaillent un petit peu, on va dire pour qui ces revenus-là ne sont pas très importants, typiquement ils vont être propriétaires. Peut-être qu'ils n'ont même pas de prêt à la banque, donc littéralement ils ont un appartement qui est sur le marché. Si ça rapporte zéro, ça rapporte zéro. S'il y a un mec qui book, tant mieux, il faut un peu d'oseille comme ça. Le reste, ils s'en foutent. Le problème, quand ces gens-là vont vouloir trop intervenir dans leur business, c'est qu'inconsciemment, ils vont se mettre des barrières. Quelles sont ces barrières? Par exemple, en période froide, ils vont avoir plus de réticence, évidemment, à baisser le prix à la nuitée. Si c'est vous qui devez à chaque fois aller faire le ménage et accueillir les clients, vous n'allez pas vouloir accueillir un client qui vient juste simplement un jour ou 2 jours dans votre logement et qui en plus paye un prix dérisoire parce que vous êtes obligé de discounter parce que vous êtes en période froide. Donc ces gens-là ne vont pas diminuer leur prix en période froide et du coup l'appartement va rester vide. Également, ils vont souvent mettre des périodes minimum assez restrictives. Minimum 3 jours, minimum 5 jours. Pourquoi? Parce qu'évidemment, s'ils font le ménage eux-mêmes, ils n'ont pas envie de faire le ménage pour un mec qui est resté 2 jours. Vous imaginez que faire le ménage, accueillir un client, aller accueillir un départ, pour peut-être un client, mettons que vous avez un appartement, un petit appartement en période froide qui n'est pas super bien placé, qui est à 40 euros la nuit pendant la période froide, le mec il vient 2 jours, ça rapporte 80 euros. Est-ce que vous avez vraiment envie de sortir de chez vous, d'aller accueillir le client, faire partir le client, présenter l'appartement, nettoyer l'appartement pour 80 euros? Évidemment que non. Mais si vous avez des process avec une femme de ménage, vous en aurez rien à foutre puisque c'est pas vous qui faites le ménage et la seule chose que vous allez regarder, c'est ce que je suis rentable ou pas. Et si vous êtes rentable, vous faites le booking.
Ok? Donc vous voyez une différence de mindset. Vous allez pouvoir aller gratter beaucoup plus de fric comme ça, et surtout en période froide, en diminuant les prix à la nuitée et en diminuant aussi, en donnant plus de flexibilité dans votre calendrier, puisque ce n'est pas vous qui faites le travail, que c'est vous qui vous le faites. Vous vous imposez un incentive à voilà, mettre des critères minimums en deçà desquels vous n'allez pas accepter le booking. Donc rien qu'à cause de ça, il y a des gens qui peuvent perdre de l'argent. Pour nous qui ont de l'arbitrage et qui avons des process non standardisés, complètement automatisés, c'est une énorme opportunité. Parce que cet argent que d'autres propriétaires ne vont pas aller chercher, moi je vais le chercher. Ok? La deuxième chose, ça va être quant à la scalabilité de votre opération. Si vous avez un ou deux appartements sur Airbnb, que vous êtes déjà en train d'accueillir les clients, déjà en train de nettoyer, déjà en train de faire tout ça, vous allez très vite vous rendre compte que c'est un vrai travail. Donc vous n'allez pas vous dire, vous avez 2 Airbnb, ça vous prend du temps, ça vous prend vos week-ends. Vous n'allez pas vous dire comment je mets 10 Airbnb. Parce que vous allez vous dire, mais c'est impossible, il y a trop de travail. Alors qu'une personne qui a tout délégué et tout automatisé, bah pour cette personne, entre 2 appartements, 10 appartements ou 20 appartements, en fait, il n'y a presque pas de différence. Vous voyez? Donc le fait d'avoir des process va vous pousser en fait, à aller chercher encore plus d'appartements et à faire encore plus d'argent. Il y a encore autre chose sur lequel il faut insister, c'est que souvent, les propriétaires effectivement qui vont rencontrer leurs clients avant de laisser le client entrer dans le bien ne font pas tant cela pour offrir une expérience humaine agréable à leurs clients, mais plutôt en fait pour s'assurer que le client ne détruise pas l'appartement. C'est un peu ce que nous disait Julien. Tout le monde a le droit de faire ça, bien sûr, mais je pense que quand on attaque ce business-là avec voilà, un mindset business, il faut un petit peu sortir de cette crainte-là. Gardez en tête que quand vous faites du Airbnb, vous êtes en concurrence avec des hôtels. Est-ce que quand vous allez dans un hôtel, vous avez l'impression que le maître d'hôtel vous suit jusqu'à votre chambre pour vous dire attention, ne fais pas ça? Bien sûr que non. Dans les hôtels haut de gamme, vous avez effectivement un bagagiste ou un portier qui va vous accompagner, qui va vous présenter votre chambre ou votre suite. Mais vous n'aurez jamais l'impression qu'il est en train de vous checker, de vous briefer. Vous voyez, il est vraiment là un peu pour vous lécher le cul. Alors que souvent sur Airbnb, il y a les propriétaires, on sent un petit peu cette friction. On sent un petit peu que, moi ça m'est vraiment arrivé, d'arriver dans des Airbnb. J'avais pris notamment une villa au bord de la mer à l'île de la Réunion. Et le propriétaire, ayant eu, je le comprends, ayant eu des expériences négatives avec certains clients avant nous, avant notre groupe, bah effectivement, on sentait qu'il avait un peu peur. Il nous disait, si, faites pas ça, les chaises du salon, ne les mettez pas dans le jardin, n'allez pas traîner, parce que c'est littéralement pied dans l'eau. N'allez pas prendre les chaises du salon pour les foutre dans le sable près de la mer. Et donc le gars, il nous briefait, il nous disait tout ce qu'on n'avait pas le droit de faire. On sentait qu'il y avait un trauma derrière, tu vois. Et encore une fois, il a tout à fait le droit. Il y a sans doute des clients qui ont fait n'importe quoi avec sa maison et maintenant il a peur. Mais en termes d'expérience client, c'est pas terrible. Alors, chacun est libre de faire comme il l'entend et de protéger son bien contre d'éventuels mauvais clients. Cependant, pour parler business, je vais vous expliquer comment moi je vous recommande de crafter une expérience client de qualité si vous décidez de mettre sur Airbnb des biens haut de gamme. La première chose à savoir, c'est que l'accueil humain que vous allez offrir à votre client est à 100% là pour le client. Vous ne faites pas ça parce que vous avez peur qu'il casse, parce que vous avez peur qu'il abîme, etc. Sinon, il va sentir cette énergie. Si vous souhaitez réellement offrir un accueil haut de gamme à votre client, mettons que vous ayez une villa au bord de la mer à 5 000 € la semaine. Ok? Moi, ce que je vous recommande de faire, c'est vous faites un accueil VIP avec un van à l'aéroport. Donc, vous avez un chauffeur qui est dans un van, qui arrive à l'aéroport, qui accueille vos clients. Sort de ce van une hôtesse d'accueil extrêmement bien gaulée, qui accueille les clients avec un grand sourire et des belles dents blanches, et qui les aide à ranger leurs valises dans le van. Pendant que le van voyage jusqu'à votre Airbnb, cette hôtesse d'accueil a une discussion voilà, aimable avec les clients, si d'ailleurs ils sont d'humeur, parce que des fois ils ne sont pas forcément d'humeur, s'ils ont eu un voyage assez long, ils ont plus envie qu'on leur lâche la grappe. Mais effectivement, s'ils ont envie de discuter, elle peut présenter la ville, elle peut présenter certains coins, on peut même éventuellement demander au van de passer devant par exemple le quartier des restos, etc. pour que effectivement on puisse dire voilà, là vous avez le quartier des restos, là vous avez la place centrale, etc. etc. Présenter effectivement la ville et les différentes choses à faire aux clients. Une fois que le van est arrivé à votre propriété, l'hôtesse d'accueil et le chauffeur descendent, aident vos clients à mettre leur bagage dans la villa, et ensuite l'hôtesse d'accueil présente effectivement les pièces, le fonctionnement de la villa aux clients. Vous avez la piscine, vous avez le jacuzzi, vous avez le sauna, vous avez le billard, vous avez le baby-foot. Mais il s'agit là de présenter pour aider aux clients. En aucun cas, l'hôtesse d'accueil, par exemple, n'ira dire « Attention, avec le baby-foot, faites pas des coups trop violents, sinon on perd des balles et c'est chiant. » Ça n'existe pas. Si vous
Si le prix d'une petite balle de baby-foot est important pour vous, c'est-à-dire que le prix de votre logement n'est pas suffisamment élevé pour justifier la présence d'une hôtesse d'accueil. Ok. Donc voilà, moi c'est vraiment comme ça que je vous recommanderais. Si vous souhaitez mettre des biens très haut de gamme et faire de l'accueil humain, c'est comme ça que je le ferai. Je sais que, par exemple, mes parents sont allés en Italie il n'y a pas longtemps, et effectivement, ils ont pris un Airbnb qui n'était pas un Airbnb de luxe, et le type qui bossait dans ce Airbnb, c'était un retraité, qui avait, dans le même immeuble, il habitait dans cet immeuble, et il avait un autre petit appart dans lequel il faisait tout simplement du Airbnb. Évidemment, il accueillait chaque client manuellement, etc. Il avait un mindset d'artisan. C'est charmant de faire ça, c'est très bien de faire ça. Mais comprenez que c'est quelqu'un qui était à la retraite, qui cherchait pas à faire un maximum de thunes. C'était un Italien qui était posé là, il connaît son quartier, il a un petit appart, il le fout sur Airbnb, il se fait un peu d'argent de poche, il est très content avec ça. Mais si ce mec-là, demain, il voulait avoir 20 appartements sur le marché, si ce mec-là, demain, il voulait arbitrer un putain de penthouse en centre-ville, évidemment qu'il serait obligé de complètement changer sa façon de faire. Moi, quand j'accompagne des gens pour se lancer dans l'arbitrage locatif, on n'est pas en train de se dire qu'on va prendre. Évidemment, au début, on peut prendre un petit appart. C'est très bien de commencer avec un truc petit pour se faire la main. Mais le but à terme, c'est quand même d'avoir un portfolio. Le but à terme, c'est quand même de mettre des biens sur le marché qui leur apportent vraiment de l'argent pendant que nous, on est en vacances. Moi, quand je pars 2 mois à l'île de la Réunion et que j'ai Airbnb qui tourne ici en Roumanie, comprenez que si je faisais l'accueil manuellement, ce ne serait pas possible. Voilà. Je vous laisse me dire ce que vous en avez pensé en description de cette vidéo. Est-ce que vous préférez plutôt être accueilli par le propriétaire quand vous arrivez dans un Airbnb? Si vous êtes accueilli, généralement, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous avez plutôt l'impression que le propriétaire est là pour vous aider? Ou est-ce que vous avez l'impression qu'il a un petit peu peur et qu'il est là pour vous fliquer? Le but de cette vidéo, c'était pas de dire qui a raison, qui a tort, mais c'est simplement de donner mon point de vue sur quel est le contexte dans lequel je pense que, business-wise, il vaut mieux accueillir les clients, et quel est le contexte dans lequel je pense que, business-wise, il vaut mieux automatiser et standardiser pour pouvoir scaler au maximum et pouvoir tout simplement augmenter son chiffre d'affaires. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo, chers amis, et je vous retrouve demain pour un épisode sur Empire Digital. Ciao! Je précise, les amis, avant la fin de cette vidéo, que nous allons bientôt faire un challenge gratuit en 5 jours pour ceux d'entre vous qui êtes intéressés à vous lancer dans l'arbitrage locatif. Donc pendant ces 5 jours, on va être en live, c'est gratuit. On va parler de comment prospecter, on va parler de comment convaincre les propriétaires, comment équiper un appartement, comment ensuite déléguer les opérations, automatiser les opérations pour pouvoir scaler et du coup ensuite continuer à prendre des appartements, les mettre sur le marché pour devenir libre financièrement. Si ça vous intéresse, vous avez le lien en description. Encore une fois, c'est gratuit. Je vous laisse aller jeter un œil. On se dit à demain. Ciao.